Elle a envoyé un texto, j'ai dit à ton nouveau patron que tu avais été renvoyé de ton dernier travail pour vol. J'étais parti pour une meilleure opportunité. Il m'avait organisé une fête de départ. J'ai répondu, stratégie intéressante. Puis j'ai transféré la lettre de recommandation de mon ancien PDG à mon nouveau patron, avec son texto en pièce jointe. Je suis un homme de 33 ans et je travaille dans les opérations logistiques. Plus précisément, je gère des systèmes de distribution pour des entrepôts d'entreprises de taille moyenne. Routage, flux des stocks, coordination des fournisseurs, ce genre de choses. Ce n'est pas glamour, ni à la mode, mais c'est le genre de travail où, si vous êtes bon, vous êtes vraiment précieux et vous le savez. Je suis bon dans ce domaine. J'ai passé 6 ans dans mon ancienne entreprise. J'ai commencé comme coordinateur de terrain, puis j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directeur des opérations. Quand je suis parti il y a 3 mois, je supervisais une équipe de 22 personnes et gérais environ 4,8 millions de dollars de contrats de distribution annuels. Je ne suis pas parti parce que quelque chose n'allait pas. Je suis parti parce qu'un concurrent m'a offert un poste de directeur principal des opérations à 118 000 $, soit une augmentation de 31 000 $ par rapport à ce que je gagnais. Meilleur titre, plus grande équipe, option sur action après 2 ans. C'était une évidence. Mon ancienne entreprise a très bien réagi. Mon patron, le vice-président des opérations, m'a serré la main et m'a dit qu'il ferait la même chose. Le PDG, un homme qui avait fondé l'entreprise dans les années 90, m'a écrit une lettre de recommandation personnelle, pas une lettre type, une lettre détaillée de 2 pages sur mes performances, ma fiabilité et les systèmes que j'avais mis en place pendant mon mandat. Il l'a imprimée sur du papier à en-tête de l'entreprise, l'a signée et me l'a remise dans un cadre lors de ma fête de départ. Oui, ils m'ont organisé une fête de départ. Un gâteau, une carte signée par tout le monde, une carte cadeau de 200 $ pour un restaurant de grillade. La totale. J'ai quitté cette entreprise dans les meilleures conditions possibles. C'est important pour la suite. Mon ex-petite amie et moi avons rompu il y a environ 4 mois, soit à peu près 1 mois avant que je ne prenne mon nouveau poste. Nous étions ensemble depuis 2 ans. La rupture était ma décision, et ce n'était pas compliqué. Elle avait un schéma de comportement de contrôle qui s'est intensifié assez lentement pour que je ne le voie pas clairement avant d'être profondément dedans. Ça a commencé petit. Vérifier mon téléphone quand j'étais sous la douche. Se fâcher quand j'allais à l'apéritif avec des collègues sans l'inviter, me demandant pourquoi une collègue féminine avait commenté ma publication sur LinkedIn. Puis c'est devenu plus important. Elle voulait accéder à mon calendrier de travail pour savoir où tu es. Elle a commencé à se présenter à mon bureau à l'improviste avec le déjeuner. Doux en surface, surveillance en dessous. Elle m'interrogeait sur tout voyage de travail impliquant une équipe mixte. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle a appelé ma subordonnée directe, une femme qui travaillait sous mes ordres depuis 2 ans, et lui a dit d'arrêter d'envoyer des textos à mon petit ami après les heures de travail. Les textos concernaient la couverture des quarts de travail. À 19 h un mardi. Ma subordonnée directe est venue me voir le lendemain, mortifiée, et m'a demandé si elle devait commencer à communiquer uniquement par courriel. C'est là que j'ai su que ce n'était pas réparable. J'ai rompu avec mon ex clairement et directement. Je lui ai dit que la relation ne fonctionnait pas, que son comportement était contrôlant et que c'était fini pour moi. Elle ne l'a pas bien pris. A pleuré, a crié, m'a accusé de la tromper. Ce n'était pas le cas. A dit que je jetais 2 ans par la fenêtre pour rien. Je suis resté calme, j'ai déménagé mes affaires pendant un week-end et j'ai coupé tout contact. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois par la suite, de longs textos, des messages vocaux oscillant entre tu me manques et tu le regretteras. Mais je n'ai pas répondu. Je me suis dit que le temps ferait son œuvre et qu'elle passerait à autre chose. Elle n'est pas passée à autre chose. Environ 3 semaines après le début de mon nouvel emploi, j'étais en réunion avec ma nouvelle patronne, la directrice des opérations de l'entreprise, une femme brillante qui avait bâti la division des opérations à partir de rien. Bonne réunion, productive. Je me sentais bien dans cette transition. Après la réunion, elle m'a demandé de rester. Je veux vous demander quelque chose et je veux que vous soyez honnête avec moi. Moi, bien sûr. J'ai reçu un appel téléphonique ce matin de quelqu'un prétendant être une de vos anciennes collègues. Elle a dit que vous aviez été licencié de votre poste précédent pour détournement de fonds de l'entreprise. Plus précisément,
elle a dit que vous voliez dans les stocks et qu'il vous avait laissé partir discrètement pour éviter un scandale. Ma vision s'est rétrécie. C'est la seule façon de le décrire. La pièce est devenue très petite et très lumineuse et je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Moi, c'est complètement faux. Elle, j'ai besoin de plus que ça. Moi, vous l'aurez d'ici 1 heure. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assis. Ma main était stable, mais ma mâchoire était si serrée que j'avais mal aux dents. Je savais exactement qui avait passé cet appel. Je le savais, non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce qu'il y a exactement une personne sur cette planète qui ferait une chose pareille, et elle avait déjà démontré une tendance à s'immiscer dans ma vie professionnelle. Puis mon téléphone a vibré. Un texto de mon ex. Le texto qui, avec le recul, était la chose la plus stupide qu'elle ait jamais faite. Elle, j'ai dit à ton nouveau patron que tu t'étais fait virer de ton dernier boulot pour vol. Visage souriant avec des yeux souriants, bonne chance avec ça. Elle a envoyé un emoji souriant. Après avoir tenté de détruire ma carrière avec une accusation fabriquée de toutes pièces, l'audace absolue de ce visage souriant me hantera pour toujours. J'ai fixé ce texto pendant peut-être 15 secondes. Puis j'ai tapé 3 mots en retour, stratégie intéressante. Rien d'autre. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin. Voici ce que j'ai fait dans les 45 minutes qui ont suivi. Premièrement, j'ai fait une capture d'écran du texto, je l'ai sauvegardé sur mon courriel, mon lecteur en nuage et je l'ai envoyé à mon compte personnel. La redondance est une habitude qui me vient de la logistique. J'ai toujours des copies de sauvegarde. Deuxièmement, je suis allé dans mes dossiers et j'ai sorti la lettre de recommandation encadrée de mon ancien PDG. Je l'avais apportée à mon nouveau bureau parce que c'était sincèrement l'une des choses dont j'étais le plus fier. 2 pages, en tête de l'entreprise, détails de performance spécifiques, signés et datés. J'ai photographié chaque page en haute résolution. Troisièmement, j'ai rédigé un courriel à ma nouvelle patronne. Je l'ai gardé professionnel et factuel. Le courriel contenait les photos de la lettre de recommandation du PDG, une capture d'écran du texto de mon ex admettant qu'elle avait passé l'appel, une brève explication indiquant que la plante était une ancienne partenaire amoureuse se livrant à du harcèlement. Et une offre d'organiser un appel téléphonique direct entre ma nouvelle patronne et mon ancien PDG pour vérifier mon historique d'emploi. J'ai envoyé le courriel, puis je me suis rendu à son bureau. Moi, je vous ai envoyé un courriel avec la documentation. En bref, la personne qui vous a appelé est mon ex-petite amie. J'ai rompu avec elle il y a 4 mois. Elle a l'habitude de s'ingérer dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas été licencié. J'ai démissionné volontairement pour ce poste. Mon ancien PDG m'a écrit une lettre de recommandation personnelle, que j'ai incluse. Je peux également fournir les coordonnées des ressources humaines de mon ancienne entreprise pour vérifier mon dossier d'emploi. Ma patronne a lu le courriel pendant que j'étais là. Elle a regardé la lettre de recommandation. Elle a regardé la capture d'écran du texto. Elle a posé ses lunettes sur le bureau. Elle vous a envoyé un emoji. Moi, oui, madame. Elle, après avoir appelé ma ligne directe pour vous accuser de vol. Moi, oui, madame. Elle a pensé que vous envoyer un texto à ce sujet était une bonne idée. Moi, apparemment. Elle a secoué la tête lentement. De la manière dont on secoue la tête lorsqu'on est témoin de quelque chose d'impressionnamment stupide. Je vais vérifier votre historique d'emploi par les canaux officiels parce que c'est le protocole standard. Mais je vais vous dire tout de suite, la lettre de votre PDG et ce message texte me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Je vais également transmettre cela à notre service juridique. Moi, juridique? Quelqu'un a contacté cette entreprise et a fait une fausse déclaration sur l'un de nos employés qui aurait pu entraîner votre licenciement. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une responsabilité commerciale. Notre équipe juridique voudra évaluer si nous engageons des poursuites. Je n'avais même pas envisagé cet angle. Je pensais à cela comme à un problème personnel. Ma patronne y pensait comme à un problème d'entreprise, et elle avait raison. Je suis retourné à mon bureau et je suis resté assis là pendant un long moment. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais épuisé et en colère, et aussi étrangement triste parce que la personne qui avait fait cela était quelqu'un pour qui j'avais autrefois préparé le petit déjeuner le dimanche matin.
Le deuil et la fureur peuvent apparemment partager la même chaise. Il s'est passé plus de choses. Beaucoup plus. Je ferai une mise à jour si les gens le souhaitent. Mise à jour 1. 7 jours plus tard. Les commentaires sur le message original étaient quelque chose. Beaucoup de gens m'ont dit de prendre un avocat. J'y avais déjà pensé. Laissez-moi revenir quelques jours en arrière d'abord. Jour 2 après le courriel à ma patronne. Le service des ressources humaines de mon ancienne entreprise a confirmé mon dossier d'emploi. Démission volontaire. Aucune mesure disciplinaire. Aucune enquête. Aucun problème d'aucune sorte. Mon ancien patron, le vice-président des opérations, a également pris un appel du directeur des ressources humaines de ma nouvelle entreprise et a apparemment dit, je paraphrase ce qui m'a été rapporté, il est parti en excellents termes. Nous avons essayé de faire une contre-offre. Quiconque vous a dit le contrairement. Ma nouvelle patronne m'a de nouveau convoqué dans son bureau après que la vérification soit arrivée. Elle, votre dossier est impeccable. J'ai tout vérifié. Je veux que vous sachiez que cela n'a en rien affecté votre position ici. Moi, j'apprécie cela. Elle, je veux aussi que vous sachiez que notre conseiller juridique a examiné la situation. Faire une déclaration sciemment fausse à un employeur sur l'historique professionnel d'un employé, en particulier une accusation fabriquée de vol, constitue potentiellement une diffamation perce dans notre État. Cela signifie que c'est le genre de déclaration qui est considéré comme si intrinsèquement dommageable que la personne qui l'a faite ne peut pas argumenter et bien, personne ne l'a cru comme défense. Moi, qu'est-ce que cela signifie, en pratique? Elle, cela signifie que notre équipe juridique a rédigé une lettre de préservation. Nous avons documenté l'appel, la date, l'heure, ce qui a été dit, le numéro de téléphone d'où il provenait. Si vous décidez personnellement d'engager une action en justice, nous coopérons pleinement, et l'entreprise examine indépendamment s'il convient d'envoyer une mise en demeure en son propre nom, puisque l'appel a été fait à un dirigeant de l'entreprise et a gaspillé des ressources de l'entreprise. Il y avait donc maintenant 2 pistes juridiques potentielles. La mienne personnellement, et celle de l'entreprise. Je n'avais pas demandé l'implication de l'entreprise. Ils ont décidé de leur propre chef que quelqu'un mentant à leur directrice des opérations à propos d'un employé méritait une réponse. C'est ce qui arrive quand on essaie de jouer avec la carrière de quelqu'un. On ne s'attaque pas seulement à la personne, on s'attaque à l'organisation qui la soutient. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'avocat, un avocat spécialisé en droit du travail et en diffamation recommandé par un copain d'université qui travaille en droit des sociétés. Consultation gratuite. J'ai tout expliqué, je lui ai montré la capture d'écran du texto, la lettre de recommandation, les documents de vérification des RH. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, elle vous a envoyé un aveu par écrit par texto avec un emoji. Je fais ce métier depuis 16 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un livrer les preuves aussi proprement. Il m'a expliqué mes options. Une lettre de mise en demeure était le minimum. Une demande formelle qu'elle cesse de faire de fausses déclarations à mon sujet avec un avertissement que d'autres mesures suivraient. Au-delà de ça, je pouvais intenter une véritable action en diffamation. Dans mon état, la diffamation perce, qui inclut de fausses accusations de conduite criminelle comme le vol, ne m'oblige pas à prouver des dommages financiers. La déclaration elle-même est considérée comme si dommageable que la loi présume un préjudice. Cependant, et c'est la partie réaliste, il a été franc sur les coûts. Intenter un procès me coûterait de 5 000 à 10 000 $ minimum, potentiellement plus si cela allait jusqu'au procès. Il a recommandé de commencer par la mise en demeure, puis d'escalader uniquement si elle continuait. J'ai accepté. La mise en demeure a été envoyée 3 jours plus tard. Courrier recommandé à son domicile. Maintenant, pendant que les formalités juridiques suivaient leur cours, mon ex ne restait pas tranquillement assise, car bien sûr que non. Jour 4, elle a créé une fausse adresse électronique et a envoyé un courriel à ce qu'elle pensait être l'adresse d'information générale de mon entreprise. Le courriel disait, et je ne plaisante pas, qu'un ancien collègue inquiet voulait signaler que j'avais des antécédents de comportement inappropriés avec des employées féminines et que mon entreprise précédente avait étouffé l'affaire. 2 problèmes avec ça. Premièrement, l'adresse électronique qu'elle a trouvée était celle d'une entreprise complètement différente avec un nom similaire. Donc, une entreprise au hasard a reçu un courriel bizarre à propos de quelqu'un dont elle n'avait jamais entendu parler. Deuxièmement,
mon ex a apparemment réalisé son erreur en quelques heures et a envoyé un deuxième courriel à la bonne adresse de l'entreprise avec le même contenu. Notre service informatique l'a signalé. Ils l'ont transmis au RH. Les RH l'ont transmis au service juridique. Le service juridique a comparé le style d'écriture du courriel, les détails spécifiques mentionnés et le moment avec l'appel téléphonique d'il y a 2 semaines. Ils ont également tracé le courriel, non pas par un piratage compliqué, mais simplement grâce aux métadonnées dans l'entête du courriel qui montrait l'adresse IP d'envoi, qui correspondait à un FAI associé à sa zone de résidence. Mon avocat a reçu un appel du conseiller juridique de mon entreprise, l'informant de la deuxième tentative de contact. Il l'a ajouté au dossier. Jour 5, la mise en demeure est arrivée à sa porte. Je le sais parce qu'elle l'a immédiatement violée. Elle m'a envoyé un texto depuis un nouveau numéro. J'avais bloqué son numéro principal et le message était « Tu me poursuis en justice ? Tu es sérieux là ? Je dis la vérité sur la personne merdique que tu es et tu me menaces avec des avocats. » J'ai fait une capture d'écran, je l'ai transmise à mon avocat, je ne lui ai pas répondu. Puis sa sœur m'a appelé. Sa sœur aînée, une femme que j'avais rencontrée peut-être 5 fois lors de dîners de famille. Apparemment le genre de personne qui se mêle de tout. Sa sœur, bon. Qu'est-ce qui se passe, putain ? Ma sœur vient de m'appeler en sanglotant parce qu'elle a reçu une lettre d'un avocat. Moi, ta sœur a appelé mon employeur et leur a dit que j'avais été viré pour vol. C'est un mensonge. Mon employeur est maintenant impliqué. J'ai un avocat. Voilà la situation. Sa sœur, elle ne faisait que se défouler. Elle était bouleversée par la rupture. Tu n'as pas besoin d'impliquer des avocats. Moi, se défouler, c'est dire à ses amis que son ex est un con. Appeler le nouvel employeur de quelqu'un et fabriquer des accusations criminelles, c'est de la diffamation. Ce sont des choses différentes. Sa sœur, elle n'a rien fabriqué. Elle a entendu de quelqu'un que tu étais. Moi, entendu de qui ? Je suis parti volontairement. Ils m'ont organisé une fête de départ. Le PDG m'a écrit une lettre de recommandation. Qui exactement lui a dit que j'avais été viré pour vol ? Silence. Long silence. Sa sœur, elle traverse une période difficile. Moi, elle a appelé ma patronne. Elle a envoyé un courriel à mon entreprise depuis une fausse adresse. Elle a inventé une histoire selon laquelle j'ai volé mon employeur et une autre histoire selon laquelle j'étais inapproprié avec des collègues féminines. Ce sont des accusations qui peuvent mettre fin à une carrière. Et elle l'a fait parce que j'ai rompu avec elle. Je ne vais pas prétendre que c'est acceptable juste parce qu'elle passe un moment difficile. Sa sœur, qu'est-ce que tu veux ? Des excuses ? Moi, je veux qu'elle arrête. C'est ce que dit la mise en demeure. Arrêtez de me contacter. Arrêtez de contacter mon employeur. Arrêtez de faire de fausses déclarations. Si elle peut faire ces 3 choses, la situation juridique reste là où elle est. Si elle ne peut pas, ça dégénère. Ce n'est pas une menace. C'est juste comme ça que ça marche. Elle a raccroché. A probablement couru rapporter la conversation à mon ex. J'ai transmis un résumé à mon avocat et j'ai continué ma journée. Jour 6, silence. Un silence magnifique et doré pendant environ 18 heures. Puis la mère de mon ex m'a envoyé un message sur Facebook. Ouais. Sa mère, une femme avec qui j'avais dîné à Thanksgiving 2 fois. Le message disait, tu devrais avoir honte de toi. Ma fille t'aimait et c'est comme ça que tu la remercies, avec des avocats et des menaces. Tu lui as brisé le cœur et maintenant tu veux aussi vider son compte en banque. Les vrais hommes ne poursuivent pas les femmes en justice. Laisse tomber ça immédiatement ou notre famille prendra des mesures. Notre famille prendra des mesures. Quelles mesures ? Je ne sais pas. Elle n'a pas précisé, mais la menace vague a été notée, capturée à l'écran et transmise à mon avocat, qui a répondu « Il nous facilite grandement la tâche ». Je n'ai pas répondu à la mère. Je n'ai pas répondu à la sœur. Je n'ai pas répondu à mon ex. J'ai juste continué à constituer le dossier. Plus dans la mise à jour finale, car la résolution juridique est là où ça devient bon. Mise à jour 2. Finale, 19 jours plus tard. D'accord, c'est la dernière. Attachez vos ceintures, car la fin est satisfaisante comme seule la paperasse et les conséquences peuvent l'être.
Après le message Facebook de la mère, les choses se sont calmées pendant environ une semaine. J'ai appris plus tard que c'était parce que mon ex avait en fait consulté un avocat, pas de manière proactive. Sa sœur l'y aurait forcé après avoir lu la mise en demeure. Et son avocat lui aurait apparemment dit en termes très clairs d'arrêter de me contacter, d'arrêter de contacter mon employeur et d'arrêter de parler de la situation à qui que ce soit. Je le sais à cause de ce qui s'est passé le jour 14. Mon avocat a reçu un appel de son avocat. Son avocat était professionnel, mesuré et essayait clairement de réparer les pots cassés. La conversation, telle qu'elle m'a été rapportée, s'est déroulée à peu près comme suit. Son avocat, ma cliente reconnaît qu'elle a eu des contacts téléphoniques et par courriel avec l'employeur de votre client. Elle maintient qu'elle croyait que les informations qu'elle a partagées étaient exactes. Mon avocat, elle a envoyé un message à mon client déclarant explicitement qu'elle avait dit à son patron qu'il avait été renvoyé pour vol. Le texto incluait un emoji souriant. Elle ne partageait pas une croyance. Elle annonçait un acte délibéré de sabotage. Nous avons également une deuxième tentative de contact via un alias de courriel fabriqué faisant des accusations fausses supplémentaires. Et les membres de sa famille ont depuis contacté mon client avec des menaces voilées. Son avocat, je comprends. Que recherche votre client? Mon avocat, au minimum, une rétractation écrite formelle envoyée à l'employeur de mon client reconnaissant que les déclarations faites étaient fausses. Un engagement écrit de cesser tout contact avec mon client, son employeur et ses contacts professionnels, et le remboursement des frais juridiques de mon client à ce jour. Son avocat a dit qu'il en discuterait avec sa cliente et nous recontacterait. Il a rappelé 2 jours plus tard, et c'est là que l'arrogance de mon ex s'est manifestée une dernière fois. Même par l'intermédiaire de son propre avocat. Son avocat, ma cliente est prête à signer un accord de non-contact. Elle est prête à rembourser les frais juridiques. Elle n'est pas disposée à envoyer une rétractation écrite à l'employeur de votre client car elle estime que ce serait trop humiliant. Mon avocat m'a relayé cela. J'y ai réfléchi pendant exactement 4 secondes. Moi, pas question. Mon avocat a rappelé le sien. La rétractation n'est pas négociable. Votre cliente a contacté une directrice des opérations et a accusé mon client de conduite criminelle. L'entreprise a documenté indépendamment l'incident et envisage sa propre action. Une lettre de rétractation protège sa cliente d'une escalade corporative future plus qu'elle ne blesse sa fierté. Ce recadrage, soulignant que la rétractation l'aiderait en fait, c'est pourquoi vous engagez un bon avocat. Il ne s'agit pas de gagner des disputes. Il s'agit de faire réaliser à l'autre partie que ce que vous offrez est le meilleur scénario qu'elle obtiendra. Jour 17. Son avocat a accepté toutes les conditions. Voici à quoi ressemblait l'accord final. Une lettre de rétractation écrite et signée adressée à la directrice des opérations et au service des ressources humaines de mon entreprise. La lettre déclarait que l'appel téléphonique et le courriel contenaient des informations fausses, que mon ex n'avait aucune base factuelle pour les affirmations qu'elle avait faites, et qu'elle rétractait entièrement ses déclarations. C'était formel. C'était spécifique. Et cela est allé dans le dossier de mon employeur comme une preuve permanente que l'accusation était fabriquée et formellement rétractée. Une ordonnance de non-contact juridiquement contraignante, pas une ordonnance restrictive émise par un tribunal, un accord civil. Elle a accepté de ne pas me contacter, ni mon employeur, ni aucun de mes contacts professionnels, ni aucun futur employeur, directement ou par l'intermédiaire de tiers. La violation de l'accord déclencherait une clause de pénalité automatique de $10 000. Mon avocat a insisté sur ce chiffre et le sien n'a pas résisté, ce qui me dit que son avocat comprenait à quel point sa position était mauvaise. Remboursement de mes frais juridiques. La facture de mon avocat à ce moment-là était de $3 400. Elle l'a payé. Cela a pris environ 3 semaines, mais le chèque a été encaissé. Et c'est la partie qui, je pense, a le plus compté en termes pratiques. Le service juridique de mon entreprise a reçu la lettre de rétractation, l'a examinée et a clos son dossier interne. Mon entreprise avait sérieusement envisagé d'envoyer sa propre mise en demeure, voire de poursuivre une réclamation pour interférence délictueuse, ce qui est une façon juridique sophistiquée de dire « vous nous avez menti sur notre employé et avez gaspillé notre temps et nos ressources exprès ». La lettre de rétractation les a suffisamment satisfaits pour qu'ils abandonnent. Si mon ex avait refusé une rétractation, elle aurait eu affaire à une équipe juridique d'entreprise en plus de mon avocat personnel. Et les équipes juridiques d'entreprise ne se contentent pas de $3 400.
Elle se contente de ce qui fait disparaître le problème. Et ce qui peut devenir très cher très vite. Ma patronne m'a appelé après avoir reçu la lettre de rétractation. Elle l'avait imprimée sur son bureau. Je veux que vous sachiez que ceci est dans votre dossier d'employé comme une note positive, pas négative. La façon dont vous avez géré cela, calmement, professionnellement, avec des documents, me dit exactement le genre de personne que nous avons embauché. La plupart des gens auraient paniqué, seraient devenus émotifs ou auraient essayé de gérer ça de manière non officielle. Vous avez traité cela comme un problème d'opération, identifié le problème, rassemblé des données, mis en œuvre une solution. C'est exactement pourquoi vous êtes dans ce rôle. Je ne vais pas mentir, c'est peut-être le meilleur compliment professionnel que j'ai jamais reçu. Elle m'a essentiellement dit que la pire chose que mon ex aurait pu faire c'était transformer en une démonstration de ma compétence. Ce n'est pas comme ça que mon ex avait prévu que ça se passe. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui est arrivé dans le monde de mon ex, car j'ai appris certaines choses par des oui-dire. Pas en la traquant ou en enquêtant, mais par des connaissances mutuelles qui ont fourni des informations parce que les gens aiment parler. La lettre de rétractation, signer un document qui dit « j'ai menti sur quelqu'un à son employeur », n'est pas quelque chose qui disparaît simplement. Son avocat lui a probablement dit que c'était confidentiel entre les parties. Et techniquement, l'accord lui-même l'est, mais sa substance, le fait qu'elle ait appelé un employeur et fait de fausses accusations, était déjà connu de sa sœur, de sa mère, d'au moins un de ses amis, et à travers d'un cercle social plus large. Parce que sa famille m'avait contacté et avait discuté ouvertement de la situation, l'histoire était déjà sortie avant que la rétractation ne soit signée. Sa sœur, la même qui m'avait appelé pour argumenter, aurait dit à plusieurs personnes que mon ex avait signé un truc juridique admettant qu'elle avait menti. Pas exactement fidèle à la nuance juridique, mais assez proche pour faire des dégâts. L'histoire a circulé dans leur groupe d'amis comme les histoires le font, rapidement et avec des embellissements à chaque répétition. L'une des amies proches de mon ex, une femme qui était en fait présente au dernier dîner auquel nous avions assisté en tant que couple, a supprimé mon ex de ses réseaux sociaux. Je le sais parce que cette amie m'a envoyé un message disant « J'ai entendu ce qu'elle a fait. Je suis dégoûté. Je suis désolé que tu aies traversé ça. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait dans la façon dont elle parlait de toi. » Ce message n'était pas satisfaisant. C'était juste triste parce que cela confirmait que mon ex avait dressé un portrait négatif de moi aux gens depuis longtemps et qu'il avait fallu un document juridique pour que quelqu'un le remette en question. Les $3 400 de frais juridiques l'ont frappé à un mauvais moment. J'ai entendu dire qu'elle avait récemment versé un acompte pour un nouvel appartement, passant à un endroit plus agréable, car c'est le genre de décision financière que l'on prend quand on pense que les actions n'ont pas de conséquences. La facture juridique l'aurait forcé à demander de l'aide à ses parents pour combler le manque. Son père, un homme que j'avais rencontré une fois et qui semblait raisonnable, aurait demandé pourquoi elle avait besoin de $3 400 pour un avocat, et quand elle a expliqué, il n'a pas été d'un grand soutien. Les mots exacts qui m'ont été rapportés étaient, il lui a dit qu'elle était responsable de ses propres problèmes et qu'il ne paierait pas pour les conséquences. Je n'ai rien orchestré de tout cela. Je n'en ai pas parlé à ses amis. Je n'en ai pas parlé à son père. L'information a voyagé parce qu'elle avait impliqué sa famille directement dans la situation. Sa sœur m'a appelé. Sa mère m'a envoyé un message. Et une fois que vous impliquez des gens dans un conflit, ces gens parlent à d'autres gens et l'histoire prend sa propre vie. Tout ce que j'ai fait, c'est répondre à une fausse accusation avec des documents et laisser le processus juridique faire son travail. C'est là que je veux être réaliste. Toute cette affaire m'a coûté, à moi aussi. Pas financièrement. J'ai récupéré les $3 400. Mais émotionnellement, les 2 semaines entre l'appel à ma patronne et la lettre de rétractation signée ont été parmi les plus stressantes de ma vie. Je ne dormais pas bien. Je remettais tout en question. J'avais un rêve d'anxiété récurrent où j'arrivais au travail, mon badge ne fonctionnait pas et la sécurité me raccompagnait à la sortie. C'est ce que font les fausses accusations. Elles vous font vous sentir coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Le sentiment s'estompe, mais il ne disparaît pas complètement. Il y a encore des moments où je suis en réunion avec ma patronne et une petite partie de mon cerveau murmure, est-ce qu'elle se demande encore? Même si je sais que non. J'ai aussi perdu la capacité de regarder mon ancienne relation et d'y trouver quoi que ce soit de bon. Chaque souvenir, les dîners, les voyages, les dimanches matins,
est maintenant filtré par la connaissance que cette personne était capable d'essayer de détruire mes moyens de subsistance par dépit. Je ne peux pas me souvenir de sa fête d'anniversaire sans me demander si elle suivait déjà mon téléphone. Je ne peux pas me souvenir de notre dîner d'anniversaire sans penser à la fois où elle a appelé ma subordonnée directe. Les bons souvenirs n'ont pas survécu à ce qu'elle a fait. Ils ont été rétroactivement contaminés. Dernière chose, mon ex ne m'a pas contacté depuis la signature de l'accord. La clause de non-contact avec la pénalité de 10 000 $ semble avoir été persuasive. Par des connaissances mutuelles, j'ai entendu dire qu'elle raconte aux gens que la rupture était mutuelle et que les histoires juridiques étaient un malentendu. Elle ne dit pas aux gens qu'elle a appelé mon employeur et m'a accusé de vol. Elle ne dit pas aux gens qu'elle a envoyé un courriel de suivi depuis une fausse adresse. Elle ne parle pas aux gens de la lettre de rétractation. Elle édite l'histoire de la même manière qu'elle a édité notre relation, en supprimant les parties qui la font paraître mauvaises et en présentant une version qui la met à l'aise. Mais les documents existent. La rétractation est dans le dossier de mon employeur. Les captures d'écran des textos sont sauvegardées à 3 endroits. Le dossier de l'avocat est archivé. La vérité n'a pas besoin qu'elle la reconnaisse. Elle a juste besoin d'être enregistrée quelque part de manière permanente. Et elle l'est. Je suis dans mon nouveau travail depuis 3 mois. J'ai eu ma première évaluation trimestrielle la semaine dernière. Dépasse les attentes dans tous les domaines. Ma patronne a spécifiquement noté mon sang-froid sous la pression. Je prends. Mon équipe est solide. Le travail est stimulant comme je l'aime. Système complexe, délai serré, conséquences réelles si on se trompe. Je suis bon à ça. J'ai toujours été bon à ça. Aucun appel téléphonique d'une ex-mère n'allait jamais changer ça. Mais pendant quelques jours terribles, je n'en étais pas sûr. Cette incertitude, cette brève fenêtre où je ne savais pas si ma carrière allait survivre au mensonge de quelqu'un d'autre. C'est la partie que je ne pardonnerai pas. Pas le mensonge lui-même, le doute qu'il a planté en moi. C'est ce que la diffamation coûte réellement. Pas de l'argent, de la confiance. Je la récupère. Jour après jour. Le dossier est clos. Le travail est sûr. Et quelque part dans l'appartement de mon ex se trouve un chèque annulé de 3 400 $ qui représente le prix exact de l'apprentissage que les actions ont des conséquences.